Bonjour et bienvenue à vous à cette table ronde intitulée Femmes au Maghreb, quel droit à l'héritage. Alors en Algérie, au Maroc et en Tunisie, les régimes successoraux sont institutionnalisés à travers les codes du statut personnel. Alors le code de la famille, Qanoun al-Osra en Algérie, la Moudawana au Maroc et Majallat al-Ahwal al-Sharsiya ou le code du statut personnel tunisien, donc en Tunisie. Alors ces régimes successoraux sont régis par la loi coranique. Alors ils sont régis, parce que la sonorisation, c'est mieux comme ça. D'accord. Donc ces régimes successoraux sont régis par la loi coranique et ils se caractérisent essentiellement par une dimension inégalitaire, puisque les règles qui s'y appliquent permettent aux hommes de bénéficier la double part, non, voilà, une double part de celle réservée aux femmes. Alors cette inégalité de répartition a fait l'objet de revendications, de contestations de la part d'associations de femmes et qui revendiquent l'instauration d'un régime égalitaire en matière d'héritage entre les genres. Et cette revendication est sur le point d'aboutir en Tunisie puisqu'un projet de loi sera examiné par l'Assemblée l'Assemblée, pardon, j'oublie tout le temps, des représentants du peuple, donc l'ARP, au début de l'année 2019. Alors, pour nous éclairer sur la nature de l'héritage dans les trois pays, pour nous donner une idée des conséquences sur la vie des femmes, de cette répartition inégalitaire, et pour mettre en lumière le rôle et le combat des associations de femmes, et également le positionnement de ceux et de celles, notamment les islamistes et les théologiens, qui s'opposent à cette réforme. Nous avons autour de cette table ronde 3 femmes et un homme issus des pays du Maghreb. L'Algérie est représentée par Feriel Lalami. Et Feriel, donc vous êtes sociologue, vous êtes membre du groupe de recherche sur les sociétés contemporaines, le GRESCO, et vos recherches portent sur la situation et les mouvements de femmes au Maghreb. Et dans votre ouvrage intitulé Les Algériennes contre le code de la famille, la lutte pour l'égalité, vous avez retracé l'histoire du féminisme et vous avez analysé le code de la famille. Alors, le Maroc est représenté par 2 personnes ici. Donc, je vais commencer par Dr Sihem Benchakloun. Et donc, Dr Sihem, vous êtes médecin, psychothérapeute, vous êtes féministe, militante associative et vous êtes également romancière, poétesse et nouvelliste d'expression française. Et en 2017, vous avez dirigé un ouvrage collectif intitulé L'héritage des femmes, réflexion pluridisciplinaire sur l'héritage au Maroc. Et donc, cet ouvrage a été publié au Maroc aux éditions Empreinte. Et ont participé à cet ouvrage 23 experts issus de diverses disciplines. Donc, on est dans une approche pluridisciplinaire. Et du Maroc, nous avons également avec nous Mohamed Nadji. Et donc, vous êtes historien et essayiste. Et vous intervenez dans le domaine culturel en publiant des chroniques et des analyses se rapportant à l'évolution politique du Maroc. Vous avez publié plusieurs livres, dont Le fils du prophète en 2013, L'obélisque du calife en 2016, et en 2018, vous avez publié Le corps enchaîné, qui a été publié aux éditions Non-Lieu, c'est ça. Voilà. Donc pour le Maroc et pour la Tunisie est représentée par Faouzia Charfi. Donc Faouzia, vous êtes physicienne, vous êtes professeure à l'université de Tunis et vous êtes également militante. Et je crois que toutes les femmes ici, y compris Mohamed Anadi, sont des militantes et des militants. Et en janvier 2011, vous avez été nommée secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire. Vous avez démissionné. Et vous êtes l'auteur de 2 ouvrages publiés aux éditions Odile Jacob, dont La science voilée, édité en 2013,
Et en 2017, vous avez publié Sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui. Et le livre que nous avons aujourd'hui, ben voilà, c'est Sacrées questions. Et donc, ces 4 livres sont en vente et vous pouvez aussi vous les faire dédicacer par les 4 intervenants. Alors, je vais commencer avec l'Algérie. Feliel Elami, quelles sont les caractéristiques principales de l'héritage dans le code de la famille algérien? Alors, vous en avez dit l'essentiel. Merci. Vous en avez dit l'essentiel dans votre introduction, c'est-à-dire que c'est un texte parfaitement organisé selon une disposition genrée, c'est-à-dire que la définition des personnes vis-à-vis de l'héritage est complètement différente selon qu'on est un homme et une femme, et tout le long des quelques 90 articles que compte le Code algérien de la famille sur la question de l'héritage, eh bien, il est question de femmes-hommes, parfois c'est le terme mâle-femelle qui est employé pour bien faire le distinguo, mais ça va plus loin, ça va y compris dans tout le système de parentèle, puisqu'on a vocation à héréditer, soit par le biais de la parenté, soit par l'alliance. Eh bien, la parenté est très clairement définie selon qu'on appartienne à une branche paternelle ou maternelle. Et bien évidemment, ça commence par exemple, mettons un veuf ou une veuve. Une veuve va toucher la moitié de ce que percevra un veuf. Les enfants, c'est pareil. Les enfants du défunt vont toucher, si c'est un garçon, il va toucher le double de la part de sa sœur, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a le cas de figure où, dans une famille, le ou la défunte n'a pas d'héritier mâle, un garçon ou des garçons. À ce moment-là, la succession va s'organiser entre le conjoint survivant. Les filles vont avoir bien sûr leur part, mais elles ne vont pas, entre le conjoint et les enfants, ils ne vont pas toucher la totalité, ils ne sont pas à eux seuls ce qu'on appelle les héritiers réservataires, notion qui existe un peu dans tous les droits successoriaux, mais va intervenir toute la parentèle masculine du côté du défunt ou de la défunte, c'est-à-dire que vont intervenir les oncles des enfants ou si les oncles un des oncles est décédé, les cousins, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir dans une grande partie de l'héritage, ce qui va causer des problèmes. Ensuite, je vais faire vite, sont aussi par un tour de passe-passe les petits-enfants, au cas où dans la succession, il y ait un parent qui décède avant le défunt. Les petits, si ce sont les enfants du ou des fils, ils vont hériter, mais si c'est les enfants de la fille du défunt qui elle-même est décédée, eh bien, elles ne percevront rien. Elles disparaissent du droit à l'héritage. Enfin, sur les évictions et les exclus de l'héritage, il va y avoir l'enfant né hors mariage. Hors mariage, même s'il a été reconnu par son père, il ne peut pas percevoir d'héritage. L'enfant adopté sous le régime de la kafala est exclu de l'héritage légal. Il y a des dispositions où il peut toucher une partie, mais pas comme un enfant, comme un héritier qui va bénéficier d'un testament. Alors, il y a aussi l'apostat ou celui qui est frappé d'anathème. L'apostat, je rappelle, c'est celui qui a renié sa religion d'origine, ou celui qui est frappé d'anathème, ce qui est une disposition plus difficile et qui n'existe pas. Mais très curieusement, dans la pratique du droit, on la transforme en un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Et enfin, je signale une pratique qui n'est pas dans le code de la famille, mais qui est admise et qui perdure encore, c'est le droit coutumier qui pratique l'exhérédation,
c'est-à-dire l'exclusion pure et simple de l'héritage des femmes. Merci Feriel. Docteur Sihem, quelles sont les grandes lignes de l'héritage dans la Mdawana? Et vous avez 4 minutes. Absolument. Je vais essayer justement, pour ne pas faire de répétition, réagir par rapport à ce que vous avez dit. Parlez devant. C'est bon comme ça? Parfait. Donc, réagir plutôt par rapport à ce que vous avez dit pour un petit peu comparer, et ça va être un peu plus simple. Déjà, vous avez dit une chose, c'est que, à l'exception de toutes les composantes du droit positif, le droit successoral s'inspire du droit musulman traditionnel. Ça, c'est un point que vous avez dit. Le deuxième, c'est que, en gros, finalement, ce qui est la caractéristique de base, c'est qu'il n'y a pas de liberté de disposition de ses biens pour un Marocain musulman. Pour leur destination après sa mort, étant entendu que sous condition, il est possible de vendre la totalité de ses biens ou de les donner quand on est vivant, pour son vivant aussi, on peut dire. Donc, c'est la caractéristique de base. À partir de là, ça veut dire qu'à la mort, tout va être distribué selon des règles précises. Maintenant, il y a le testament. Il est possible de faire un testament qu'on appelle le testament volontaire, et ce testament concerne une partie des biens. Je voudrais à ce moment-là ouvrir une parenthèse par rapport justement à l'adoption ou d'autres cas. Il est possible de faire un testament volontaire qui s'appelle le testament par tzanzil, où on va désigner, on va instituer quelqu'un non héritier, mais toujours dans des conditions. Le testament volontaire est soumis à condition. Il ne peut pas dépasser, il est dans la limite du tiers de l'héritage, et deuxièmement, il ne peut pas y avoir de testament en faveur d'un héritier, la wasiya li wariti. Ça, c'est par rapport au testament. Alors, il y a autre chose, c'est le testament obligatoire. Et là, ça revient à une chose dont vous avez parlé, c'est cette notion des petits-enfants. Dans certains cas, l'État protège des orphelins, notamment, qui n'auraient pas hérité. Donc, dans le cas du Maroc, il y a une différence. Un testament a été institué, obligatoire, pour les petits-enfants dont le père ou la mère est mort avant le grand-père. Et ce testament-là, jusqu'à la dernière constitution, il ne prévoyait pas que les enfants des filles héritent. Aujourd'hui, c'est possible, quoique de manière curieuse, ça a été arrêté à la première lignée, alors que pour les héritiers mâles, les petits-enfants, donc c'est à l'infini. Troisième disposition, c'est cette notion de l'homme est héritier universel, la femme hérite toujours d'une quote-part, donc d'une part fixe. Ça ramène à la règle du ta'sib, la règle dont vous avez parlé, cette règle qui fait que, par exemple, des filles qui n'ont pas de frères se voient partager leur héritage avec des proches, oncles, cousins, etc. Cette règle du ta'sib n'existe pas dans les pays chiites et elle a été supprimée de la Tunisie il y a 60 ans. Cette règle-là pose des problèmes. Il y a des contournements de loi au Maroc. Les parents préfèrent se dépouiller en quelque sorte de leur vivant pour protéger leurs filles et ces contournements de loi sont de plus en plus observés. Autre caractéristique dont vous avez parlé et qui existe aussi au Maroc, en effet, et qui existe dans tous les pays musulmans, c'est que la disparité du culte est un empêchement à succession. En effet, un mari ne peut pas hériter de sa femme non musulmane et vice-versa, mais les enfants aussi de ce couple mixte ne peuvent pas hériter de leur mère. Donc, par rapport à l'héritage, elle est étrangère. Il y a aussi cette notion, évidemment, du double. La part du double, et cette notion-là, par contre, est dans tous les pays musulmans. Il n'existe pas de pays considérés musulmans, il y a l'exception de la Turquie, qui a des caractéristiques dans l'État, où il y a donc cette part du double dont vous avez parlé, je ne vais pas la répéter. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oui, alors, il y a un droit coutumier, en effet. Ce droit coutumier concerne, par exemple, les terres collectives. C'est un droit qui est en parallèle du droit, de notre droit, du régime successoral. Il a ses propres caractéristiques, notamment dans plusieurs régions du Maroc. Il déshérite les femmes. On les appelle les soulaliettes. Ça bouge un petit peu au Maroc à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience de ça. Et donc, ce sont des femmes qui sont déshéritées, qui n'ont pas de droit à l'usufruit, à l'exploitation des terres. Et au cas où ces terres sont vendues, elle n'a pas droit à l'indemnisation conséquente. Voilà. Merci. Docteur Sihem. Alors, Faouzia,
quelles sont les caractéristiques principales de l'héritage tel qu'il est actuellement dans la loi tunisienne? Alors, par rapport à l'Algérie et au Maroc, je reviens sur la question de l'héritage. Bon, la règle de la moitié existe. C'est une règle donc qui est héritée du droit musulman classique. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Donc, comme vous avez dit, la veuve hérite de la moitié de la part du veuf. Alors, il y a quand même une situation où il y a égalité, ce sont les parents. En fait, le père ou la mère qui ont la même part. Donc, c'est l'exception dans le droit musulman classique. Alors, c'est vrai que le code du statut personnel tunisien n'est pas inspiré du droit musulman classique, puisqu'il y a abolition de la polygamie, de la répudiation, il n'y a de mariage que par le consentement de la fille, ce qui est aussi contraire au droit musulman classique. Il y a aussi le fait que le divorce donc, est judiciaire avec les mêmes droits et devoirs pour l'homme et la femme. Et alors, au niveau de la succession, donc, les règles du droit musulman subsistent, mais il y a un grand changement en 1959, donc 3 ans après la promulgation du Code du statut personnel. Alors, je rappelle que le Code du statut personnel, dans tous ces grands changements, ont eu lieu en août 1956, donc quelques mois après l'indépendance, avant la promulgation de la République, 1957, et avant aussi la promulgation de la première constitution tunisienne, donc en 1959. Donc, Bourguiba, évidemment, voulait faire vite pour faire accepter ce nouveau droit de la famille en rupture par rapport à la tradition. Mais le droit successoral n'avait pas été touché par rapport à la tradition. Mais en 1959, une nouvelle loi se rapportant à la famille donc, a été promulguée. Alors, c'est la règle qui fait que lorsqu'il n'y a au niveau de la descendance que des descendantes femmes, elles vont hériter de la totalité de l'héritage. Et donc, les filles, lorsqu'il n'y a que des filles, elles vont hériter de la totalité. Et ça a été... c'est une grande avancée, parce que c'est un fait que dans la tradition, donc il y a une partie de l'héritage, lorsque la descendance est uniquement féminine, qui va aux oncles, voire aux cousins, etc. Donc, à la famille agnatique, on dit, c'est ça. Alors, juste un mot pour continuer. Vous voyez, donc, Bourguiba a effectivement promulgué ce code alors que la société n'était pas encore demandeur de tous ces changements. Bon, il y a eu donc une avancée, il y a eu plusieurs autres avancées, et concernant l'héritage, en 1974, Bourguiba avait proposé un projet de loi pour, en fait, établir l'égalité successorale. Alors, malheureusement, ça a été une tentative avortée parce qu'à l'époque, l'Arabie saoudite avait fait savoir que si ce projet allait au bout de sa réalisation, eh bien, il y aurait peut-être rupture des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Arabie saoudite. Donc, voilà, Bourguiba n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque, il considérait, et il avait fait des discours pour dire, voilà, la société a changé, et en fait, les femmes aujourd'hui travaillent, et souvent, elles contribuent aux études de leurs frères, elles contribuent dans les sociétés rurales, ce sont les femmes qui travaillent, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il avait donné des arguments pour faire changer la tradition, en fait. Merci Fawzia, et merci à nos 3 intervenantes. Dans leur intervention, elles soulignent les différences entre les 3 pays, et notamment les complémentarités. Et on va également retenir le rôle d'avant-garde du président Habib Bourguiba par rapport aux droits des femmes. Alors, Mohamed Ennedi, quel est le fondement de l'inégalité
de l'héritage, en matière d'héritage entre les hommes et les femmes, dans la loi coranique? Dans la loi coranique, bon, j'ai une formule tout de suite d'Henri Troyat, qui n'a rien à voir avec le texte coranique, qui dit que le mort saisit le vif. Alors je crois que dans le cas du monde musulman et d'un pays, j'ai en tête une très belle formule d'Henri Troyat, le mort saisit le vif. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est applicable plus que jamais dans le rapport de la religion avec la société, notamment dans un pays comme le Maroc. Je vais commencer par donner un exemple très simple, pour vous montrer parfois, disons, la dureté de cette loi. Il y a eu, durant la vie du prophète, un cas d'un musulman qui avait 6 esclaves et qui les a, par affranchissement, ce qu'on appelle l'affranchissement post-mortem, qui les a libérés à sa mort. Et bien, après sa mort, le prophète est revenu sur ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de tester plus que le tiers. Donc 2 ont été affranchis et les 4 autres ont été remis en esclavage. C'est le droit, pur et dur, c'est froid, mais quelle dureté que ce droit. Donc c'est pour ça que je rappelle un petit peu la distance que nous avons par rapport à cette société qui fut. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'on reste simplement dans des questions d'arithmétique, c'est-à-dire la femme hérite ceci, la femme. La question est beaucoup plus grave. Elle est beaucoup plus, elle touche le statut. Je vais donner et ça rejaillit pas que sur l'héritage, ça rejaillit sur la vie de nos jours au Maroc. J'ai fait déjà des chroniques sur ça. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, une femme au Maroc, si elle est jamais fâchée avec son mari ou si elle est mécontente de ce qui se passe à la maison et qu'elle ait envie de passer une nuit à l'hôtel parce qu'elle en a marre, elle n'a pas le droit. Quand vous, sur votre carte nationale, vous habitez Casa, vous n'avez pas le droit d'aller dans un hôtel à Casa. Si vous habitez Rabat, vous n'avez pas le droit. Et j'ai vu le cas de femmes, médecins et autres à qui ce droit a été refusé. C'est-à-dire que la femme porte quelque chose en elle de douteux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le statut est beaucoup plus grave que la question de l'héritage. Puisqu'on a parlé d'adoption tout à l'heure, une des absurdités desquelles les religieux n'osent même pas parler, c'est le cas d'un fils du prophète. Le prophète avait un fils adoptif qui s'appelait Zayd, fils de Mohammed, parce qu'avant l'islam, l'adoption était comme aujourd'hui en Occident. C'est-à-dire que votre fils, c'est Tabennil, votre fils porte votre nom et hérite comme les enfants biologiques. Ça a été éliminé et vous connaissez cette célèbre histoire du Zayd qui n'est plus le fils, qui est devenu un affranchi et dont la femme a épousé le prophète par la suite. Donc la question de l'héritage est beaucoup plus grave et beaucoup plus large parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du pouvoir nouveau que l'islam avait institué. En fait, ce qui s'est passé dans la question de l'héritage, non seulement c'est limité à la famille stricte, mais c'est basé sur l'exclusion. Les adoptifs d'abord, on les élimine, et même, vous savez que même les affranchis avant, et les esclaves pouvaient hériter. Il y avait parce que le testament avait cours avant l'islam. Donc, contrairement aux islamistes qui nous racontent des histoires sur le fait que le Coran a affranchi la femme et l'a libérée, nous sommes au contraire dans un système qui l'a complètement enchaîné. Ça va? J'ai le temps encore? 2 minutes encore, D'accord. Oui. Mais on reviendra aux islamistes, hein, c'est pour ça. Oui, bon, mais de toute façon, c'est difficile de leur échapper, donc on ne peut pas en Juste parler. pour qu'il n'y ait pas redondance. Non, d'accord. Donc, pour la question de l'héritage et l'inégalité qu'elle renferme, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer à ça. Il faut ouvrir la question de l'égalité, de l'inégalité de façon beaucoup plus approfondie. Il y a un verset dans le Coran très très célèbre, je crois que c'est le verset 34 de Sourate Nisa, de les femmes, qui s'ouvre par « les hommes sont plus aptes que les femmes ». Malheureusement, la traduction française n'arrive jamais à saisir le mot « ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa ». Alors souvent aujourd'hui on nous dit, même quand on est contre cette idée, on nous dit « bon, aujourd'hui les femmes travaillent, donc il n'y a plus de raison ». En fait c'est faux, parce qu'à l'époque du prophète, la réaction féminine a été très forte et les femmes travaillaient. Il y a un seul exemple à donner qui est celui de Khadija qui a été, disons, le support du prophète avant la révélation. Mais
cette question de l'aptitude, et quand on prend le mot arabe qawwamun, qawwamun vient, il est lié à qawm, il est lié à la communauté. Or, à l'époque, chez la majorité des exégètes, qui citent d'ailleurs un autre verset très célèbre, ils nous disent que la femme ne fait pas partie du qawm, ne fait pas partie du groupe. Donc non seulement elle n'a qu'une part de l'héritage, c'est encore heureux qu'elle ait eu la moitié, elle ne fait pas partie de. Bon, je ne vais pas continuer à donner d'autres exemples parce qu'il y en a. Mais je vais simplement dire que la question de l'inégalité, il ne faut pas se laisser berner en la limitant à l'héritage. Elle est beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de montrer dans ce livre, que la question de la liberté et de l'égalité avec la femme ne peut être envisagée qu'en dehors du religieux. Tant que nous essayons de reformuler ou de... C'est pour ça que les islamistes ne sont pas stupides en s'attachant, et on va revenir à ça. Merci à vous. Merci. Effectivement, ça dépasse le cadre de l'héritage, sauf qu'aujourd'hui, c'est une table ronde consacrée à l'héritage, et c'est pour ça que la question, effectivement, de comprendre le fondement de cette inégalité dans la loi coranique est très importante, et c'est pour ça que nous la posons dans le cadre de cette table ronde. Alors, Feriel Elami, quelles sont les conséquences de la répartition de l'inégalité du partage en matière d'héritage sur la vie des femmes en Algérie et au-delà? Je pense que ça concerne aussi les autres femmes des autres pays où il y a ce système. Oui, alors le problème, cette répartition inégalitaire des biens familiaux va contribuer à la paupérisation des femmes. Les femmes, de toute façon, dans le monde entier, il faut voir les statistiques mondiales, constituent la part la plus importante des pauvres de la planète. Mais quand il y a des dispositions inégalitaires dans la répartition des richesses entre guillemets, disons des biens matériels dans une famille, ça va contribuer en plus à leur paupérisation, surtout au Maghreb où les femmes dans l'ensemble ne dépassent pas 30% de la population qui touche un salaire, c'est-à-dire qui occupe un emploi rémunéré. En Algérie, le chiffre est sous les 20%. Par ailleurs, les femmes, bien qu'elles contribuent à la richesse de la famille, pourquoi ? D'une part, par l'apport du salaire dans la famille, qu'elle soit conjointe ou qu'elle soit enfant adulte, bien sûr, dans une famille, elle contribue aux charges du ménage, soit de façon visible pour les statistiques, soit de façon invisible en occupant un emploi informel qui est souvent très important au Maghreb, dans la mesure où il y a des problèmes d'emploi. Elles occupent les emplois de ce qu'on appelle les soins, le care, c'est-à-dire le soin aux enfants, femmes de ménage, restauration, c'est-à-dire elles font des plats cuisinés, garde d'enfants, etc., qui est un peu dans le prolongement de ce qu'elles font tous les jours à la maison et où elles contribuent à l'enrichissement du ménage, soit par salaire, soit par leur travail. Mais ce travail-là, je tiens à le dire, il est invisibilisé par toutes les statistiques économiques mondiales. C'est le travail que font les femmes tous les jours, qui sert à la reproduction de la force de travail, qui sert à la reproduction de la nation. S'occuper des enfants, c'est s'occuper du renouvellement de la population, et qui ne compte pas dans l'économie. Certaines économistes féministes ont fait des calculs où elles modifient radicalement la part des femmes dans le PIB à partir de ces calculs. Mais c'est une question annexe. Pour en revenir au cœur de votre question, Nadia Aksous, les femmes subissent aussi les conséquences de l'héritage dramatiquement, de façon humainement dramatique, quand par exemple il y a une maison familiale. Une maison familiale et qu'il faut la partager entre X héritiers, dont certains, s'il n'y a pas d'héritier mâle, sont la parentèle du père ou de la mère masculine, et qui va dire « Ah ben moi je veux ma part, soit vous me donnez l'équivalent en argent ». Or on a dit les femmes
n'ont pas les moyens financiers pour dédommager, soit on vend la maison et vous partez. Vous prenez votre part et vous sortez. Et ainsi, souvent, des femmes se trouvent à la rue. Et parce que, en matière d'héritage, n'oublions pas une règle qui se surajoute à toutes celles qu'on a énoncées dans la première partie de la table ronde, c'est que le régime matrimonial en Algérie est celui de la séparation des biens. Donc, tout ce qui n'est pas au nom de l'épouse ou des filles, etc., et ne leur appartient pas. Il appartient à l'hérité. Donc, c'est pour ça que là, je vais répondre à une critique qui est souvent faite quand on parle, et je ne parle pas des critiques de non-respect de la religion ou de la règle religieuse, je veux parler d'une critique qui se veut de classe en disant bof, ça c'est pas intéressant, hein, c'est pour les privilégiés, les nantis. C'est une erreur fondamentale parce que les privilégiés, les nantis, je parle du côté des femmes ou des familles, ont tous les moyens de se payer avocats, notaires, ont suffisamment de biens pour que la répartition se fasse sans douleur. En revanche, quand on appartient aux catégories déshéritées, hérité d'une partie de lopin de terre, hérité d'une petite somme d'argent, avoir le droit de rester dans la maison familiale, ça devient un enjeu considérable. Et donc, cette revendication avancée par les associations de femmes, qui a fait que, par exemple, elle aboutit, et je salue les Tunisiennes, elle aboutit aujourd'hui au fait que le gouvernement énonce un projet de loi pour une égalité dans l'héritage, et la revendication de vraiment la majorité des femmes. Merci Feriel. Docteur Sihem, dans l'ouvrage que vous avez dirigé, vous proposez une réflexion collective sur la problématique de l'héritage. Alors quel est l'intérêt d'avoir opté pour une approche pluridisciplinaire? Et s'il vous plaît, vous avez juste 4 minutes. Oui, absolument, je respecte tout à fait les 4 minutes. Vous dire que c'est au cœur même de ce projet. Donc c'est un projet que j'ai entièrement conçu et dirigé. 23 experts et 3 langues. Il fallait qu'ils sortent simultanément en arabe, en anglais et en français pour justement aller encore plus dans cette multidisciplinarité. Alors pourquoi? Parce que c'est au cœur même du sujet. Le sujet le veut de cette façon. Nous devons savoir beaucoup de choses pour réfléchir à une problématique très complexe. Nous devons connaître ce que disent les tests sacrés. Est-ce qu'ils imposent effectivement une inégalité? Est-ce qu'ils l'imposent sans condition? Une égalité de genre? Est-ce que ce que dit le Coran, ce qu'il ne dit pas, ce que dit la Sunna, ce qu'on rapporte par la tradition, ces choses-là sont importantes. C'est important pour nous de savoir si nos lois sont cohérentes, si elles sont constitutionnelles, si elles sont justes. Nous devons savoir si effectivement les hommes prennent en charge les femmes totalement. Qu'en est-il pour les femmes célibataires? Qu'en est-il pour les femmes divorcées, les veuves, les femmes qui sont mariées à des maris chômeurs ou qui sont incapables de prendre en charge leur foyer? Qu'en est-il des comportements sociaux? Est-ce qu'il y a des contournements de règles? Toutes ces choses-là font que finalement c'est un sujet transversal qui passe forcément par une réflexion multidisciplinaire, juridique, théologique, économique, anthropologique, psychologique, pédagogique, etc. Et donc, c'est dans le cœur même du sujet. Et souvent, je dis, en tout cas pour un lecteur croyant, c'est un ijtihad multidisciplinaire sur la question de l'héritage. Puis il y a une deuxième raison, donc en dehors des auteurs multidisciplinaires, il y a le lectorat. Parce qu'en fait, ça rejoint un concept, l'un des concepts pour lequel je milite vraiment, qui est celui de libérer les questions liées aux femmes du monopole traditionnel religieux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, l'un des arguments les plus importants des détracteurs, c'est que l'héritage relève d'un sujet de théologie, et donc seuls les théologiens ont le droit d'y réfléchir, les fuqaha. Mais le problème, c'est qu'en réalité, non seulement ils n'y réfléchissent pas, non seulement ils refusent de reconnaître que la société a changé, mais en plus ils décrètent un statu quo pour l'éternité. Donc c'est une impasse. Deuxième chose, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que les sujets religieux, pourquoi est-ce qu'ils nous seraient interdits et jusqu'à quand? Et pourquoi ils resteraient réservés à une élite
toujours masculine entre parenthèses. C'est tout de même étrange. Vous vous rendez compte que pour notre santé, je suis médecin, je sais de quoi je parle, les gens passent leur temps à chercher des informations sur leur santé. Pour la gestion de nos biens, pour nos choix politiques, pour tout ce qui concerne notre vie, eh bien, nous réfléchissons. Mais pour ce qui concerne quelque chose qui, pour le croyant, impacte aussi bien sa vie que l'au-delà, nous sommes sommés de sous-traiter nos croyances et nos opinions à des autorités religieuses. Et pourtant, en notre âme et conscience, nous n'avons pas l'obligation éthique de réfléchir à ces questions-là. Et en fait, c'est ça vraiment la deuxième base de ce concept, et cette ouverture à un lectorat multidisciplinaire de toutes les langues, c'est ce que permet aussi la multidisciplinarité. Merci. Alors, Fawzia, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments nouveaux introduits dans le nouveau projet de loi en matière d'héritage? Oui, alors, depuis 1974, je disais tout à l'heure, Bourguiba avait fait cette tentative donc d'aller vers l'égalité. Il y a eu, après la révolution de 2011, un projet de loi déjà. En 2016, un député a déposé un projet de loi pour introduire l'égalité successorale. Sur quelle base? Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a introduit sur la base que la Constitution de 2014 doit être respectée à travers deux articles, l'article 21 et l'article 46. L'article 21 affirme que les citoyens et citoyennes sont égaux en droit et en devoir. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que là, on part vraiment du principe d'égalité. Et l'article 46 dispose qu'il faut respecter les dispositions du Code du statut personnel, respecter et consolider les acquis de la femme vers l'égalité. Donc, vous voyez que là, c'est une démarche qui me convient parce qu'on sort du cadre religieux et on continue dans en fait la rupture qu'avait déjà instauré le Code du statut personnel en 1956, dans la mesure où une bonne partie du Code du statut personnel ne s'appuie pas sur le droit musulman classique, mais sur des principes de droit positif. Et donc, vous voyez que là, finalement, en allant plus loin au niveau de l'héritage, donc vers l'égalité, etc., on donne au droit tunisien, au droit de la famille, une cohérence qui n'existait pas malgré les avancées. Et donc, et là c'est très intéressant de voir comment les juristes justifient le changement du droit successoral, la nécessité de changer le droit successoral. Ali Mezrani et Kathoumzi ont écrit déjà en début des années 2000 un ouvrage extrêmement important en tant que juriste sur l'égalité successorale. Et là, vous voyez que ce qui est important, c'est qu'ils mettent en avant le droit, la cohérence du droit. Alors, je les cite là, ils disent: l'État est l'unique source formelle du droit, puisque déjà dans une grande partie du Code du statut personnel, c'est le cas. L'État se donne le pouvoir de modifier le droit, et donc le droit s'humanise. Et c'est ça qui est important, parce que si le droit s'humanise, ça veut dire qu'il peut évoluer, il peut changer, et du coup, effectivement, il va donner la possibilité aux associations, on en parlera tout à l'heure, féministes, à la société civile, etc., de demander effectivement un changement du droit. Et c'était la démarche donc de ce projet de loi déjà en 2016, mais qui n'a pas abouti. En 2017, en août 2017, à l'occasion de la fête de la femme, le président de la République, Béji Sepsi, a décidé de nommer une commission pour travailler sur la question de l'égalité de manière générale en Tunisie. Donc, c'est la fameuse COLIB, Commission pour les libertés et l'égalité, qui a remis son rapport en juin 2018. Alors, ce rapport
ne concerne pas que l'égalité successorale, il concerne aussi la peine de mort, il concerne aussi toutes les questions liées à l'homosexualité, à la reconnaissance des différences, de la reconnaissance de la société comme elle est, etc. Et la COLIP a fait une proposition, un projet d'écriture, on va dire, même si c'est pas en fait, c'est pas du ressort d'une commission que de proposer un projet de loi. Mais enfin, elle a émis donc le vœu qu'on instaure l'égalité successorale, mais avec une exception possible. Et c'est ce qu'a retenu, je vais en dire un peu plus, c'est ce qu'a retenu le chef de l'État donc en août 2018, toujours le 13 août 2018, fête de la femme. Donc il a retenu de l'ensemble du rapport de la commission d'avancer dans la question successorale, de l'égalité successorale, et de proposer un projet de loi qui définit l'égalité successorale comme règle générale et comme exception l'inégalité pour celui qui le demanderait en fait. Donc en novembre 2018 a été déposé un projet de loi, a été soumis au Conseil des ministres, ce projet de loi donc, qui fait de l'égalité la règle générale, ça c'est fondamental. Et le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi. Donc aujourd'hui, c'est la dernière étape, c'est-à-dire que le projet de loi est soumis à l'Assemblée des représentants du peuple, qui va donc bientôt le discuter, et peut-être aussi, bon, bien sûr, ça va passer en commission. Alors, ce qui est très intéressant, j'ai encore... Oui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, là, la commission à l'Assemblée des représentants du peuple va écouter des associations féministes qui, elles, bien sûr, vont demander plus que le projet de loi. Donc, on espère bien qu'on ira vers un projet de loi encore plus net sur la question de l'égalité. Merci Fawzia. Il ne nous reste pas beaucoup en fait, parce qu'on doit laisser la parole aussi, pour le débat. Mohamed Enadji, dans quels termes se pose la question de l'héritage dans le champ politique marocain? Vous avez à peine 4 minutes, même moins. Ça serait une Désolée de faire le policier, mais de faire la policière, mais... En fait, moi je crois qu'il ne faut pas se laisser trop obnubiler par le religieux. Parce que ici, dans les médias, on a une image fausse de ce qui se passe, ou du moins déformée. C'est-à-dire qu'on nous voit un peu comme des sociétés religieuses, comme des sociétés qui sont gérées uniquement et dans les représentations par le religieux, ce qui est tout à fait faux. L'exemple de la Tunisie le montre, et je reviendrai dessus à la fin. Dans une société comme la marocaine et les autres, il y a de profondes ou des menaces de profonde rupture avec le religieux. C'est-à-dire qu'en fait, derrière le retour apparent du religieux n'est qu'un durcissement du discours face aux fractures qui se passent. Parce que dans les pratiques sont très loin de ce que dit le droit musulman. Pour la question de l'héritage notamment, beaucoup de familles, beaucoup de pères maintenant n'hésitent pas à faire à tester pour leur fille sous forme de vente fictive, etc. Et le droit ferme les yeux sur ça. Donc le législateur et l'État sait que dans la société, il y a déjà un dépassement de cette question. Ce qui fait qu'en fait, il ne reste que le volet politique. Mais dans la réalité, tout ça, c'est en train d'être dépassé, même si c'est très dur pour les couches pauvres. C'est les couches pauvres qui sont les plus malmenées à ce niveau-là. Maintenant, même lorsqu'on prend un parti comme le PJD chez nous, le parti islamiste qui est dans le secrétaire général et le chef de gouvernement, c'est un parti qui a profité de voix d'électeurs qui ne sont absolument pas religieux, mais qui ont voté pour lui pour des questions politiques, pour des questions d'avancée de la démocratie vis-à-vis du pouvoir. Donc, ce n'est pas du tout une aspiration ou une inspiration religieuse qui pousse les gens à aller avoir un comportement politique déterminé. C'est tout à fait le contraire. Alors, dans la pratique maintenant,
on parle de ces choses-là clairement. C'est déjà un progrès gigantesque. Maintenant, personne ne craint plus de parler de l'héritage, de revendiquer le droit. Non seulement ça, mais même l'État. Et vous savez qu'au Maroc, il y a un commandeur des croyants, c'est-à-dire qui tire sa légitimité et le fait qu'il ait un statut exceptionnel du fait qu'il est descendant du prophète. D'accord? C'est ce qu'on appelle le chérifisme. Mais malgré ça, l'État envoie des signaux. Par exemple, on a poussé le Conseil constitutionnel des droits de l'homme, qui est un organe officiel, qu'on le veuille ou non, à revendiquer, à pousser vers l'égalité de l'héritage. Certains chefs de parti parlent d'égalité de l'héritage. Donc moi, je crois, franchement, que cette question n'est pas religieuse. Et même du temps du prophète, j'ose le dire, elle n'était pas religieuse, elle était politique dès le départ. Simplement, du temps du prophète, elle transitait par le décret céleste. Aujourd'hui, elle doit transiter par le décret du droit positif. Sinon, la Tunisie aurait déjà été en feu et en sang. Donc, c'est une question politique, c'est une question de volonté politique, et je crois que le pouvoir, aujourd'hui, ne veut pas ouvrir cette voie parce que ce n'est pas l'héritage qui lui fait peur, c'est le problème de la démocratie et de la liberté. C'est autre chose. C'est le fait d'envisager une autre société que celle que nous vivons, qui est terrible pour les femmes et terrible pour les hommes aussi. Merci. Merci. Alors, on va aller très très vite, hein, et je vais faire un troisième tour. Et bon, s'il y avait... Alors, Feriel, en Algérie, visiblement, les associations de femmes ne demandent pas de réformer l'héritage. Alors, pourquoi ? Oui, elle ne demande pas comme point central de revendication ou mise en avant, effectivement. Mais je rappelle que le mouvement des femmes en Algérie a demandé depuis de longues années, ça a même été constitutif de sa création, l'abrogation du Code de la famille et des lois égalitaires qui incluent donc l'égalité dans l'héritage. Mais il fallait parer au plus urgent. Et donc, l'abolition du système polygamique, le droit égal au divorce, la tutelle parentale, semblaient des choses... supprimer le devoir d'obéissance de l'épouse qui était prévu qui existait dans la version du Code de la famille de 1984, était une urgence. Ensuite, et là, je rejoins ce que vous avez dit, il faut tenir compte du contexte politique. L'Algérie n'a pas connu d'embellie démocratique ou de révolution du type tunisien. Ça aurait été vraiment quelque chose qui aurait changé la face et le cours du mouvement féministe et de l'aboutissement de ses revendications. L'Algérie a connu une période de terreur dans laquelle eh bien, les associations comme les partis ont eu du mal à militer, où la revendication principale était celle de la survie. Et quand la paix est revenue, eh bien, il a fallu batailler pour obtenir quelques modifications du Code de la famille qui ont été obtenues en 2005 et qui ont fait qu'une femme qui divorçait ne s'est pas retrouvée à la rue, que le devoir d'obéissance a été supprimé, que la polygamie est plus sévèrement réglementée. On est loin des revendications, a fortiori l'égalité dans l'héritage. Mais il y a déjà une réflexion. Simplement, ça ne fait pas partie des priorités, alors que il me semble que compte tenu du contexte maghrébin qui existe, en particulier le fait que le débat est ouvert et plus qu'ouvert, puisqu'il y a un projet de loi en Tunisie, qu'il y a eu au Maroc la fameuse pétition des intellectuels pour la suppression de la règle de Tassib, celle dont j'ai parlé, c'est-à-dire où les collatéraux masculins viennent hériter avec les filles quand il n'y a pas d'héritier mâle. Ce débat mériterait que soit mise en avant aujourd'hui la question de l'égalité de l'héritage. Il me semble que la réflexion est ouverte à ce sujet. Merci Feriel. Je suis désolée. Alors, Docteur Sihem, rapidement, mais vraiment, même oui. plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes tendances, une ou deux en tous les cas, des plaidoyers en faveur de l'héritage qui se sont exprimés à travers l'ouvrage que vous avez dirigé? Alors, vous nous en donnez une ou deux.
Parce qu'on est Non, en vraiment fait, limité dans le ça temps. peut être schématique parce que ça n'est pas que dans l'ouvrage, c'est au Maroc et c'est dans le monde entier musulman. Il y a deux grandes tendances. L'une se base sur un référentiel religieux, l'autre se base sur un référentiel séculier. Dans celui qui se base sur un référentiel religieux, moi je distingue deux groupes, il me semble. C'est que l'un est plutôt conservateur, il ne veut pas de changement dans le système successoral en dehors de la règle du ta'asib, que j'ai eu la joie d'initier, qui est considérée comme une règle non coranique. Sinon, ce qu'il dit, c'est plus l'équité que l'égalité, et donc faire des mesures correctives, des mesures d'accompagnement du système successoral, puisqu'un changement, c'est le groupe conservateur. Puis il y a l'autre groupe, j'ai quand même 2 minutes, il y a quand même l'autre groupe, lui, alors, l'idée de base, c'est un changement en se basant sur le corpus religieux. C'est-à-dire, ce qui est dit, c'est que l'islam est une force pour revendiquer l'égalité, et il donne un certain nombre d'arguments, la finalité égalitaire, que le testament est en place principale dans le Coran, et en effet, etc., que la charia doit s'adopter parce qu'elle s'adapter au changement de la société, puisqu'on voit bien, par exemple, que des règles clairement coraniques ne sont plus appliquées, comme couper la main du voleur, flageller en cas de relations sexuelles en mariage, etc. Donc, il donne un certain nombre d'arguments en se basant sur le corpus religieux. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, séculier, c'est-à-dire juridique, sociale. Ici, c'est dire que on voit bien qu'il y a des incohérences dans la loi entre la corresponsabilité des époux et l'inégalité de droit. On voit bien que le Maroc a signé des conventions internationales comme la Convention de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes. On voit bien qu'il a établi dans sa constitution l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ce rudiment, ce reste, est à la limite anticonstitutionnel. Voici ce que disent donc les séculiers. Et bien évidemment, il y a cette tendance-là qu'on voit ressortir, qui est un référentiel mixte utilisant les deux. Voilà. Merci. Merci. Alors, Fawzia, est-ce que vous pouvez nous parler, mais alors là, rapidement, du rôle et du combat des associations de femmes, puisqu'en Tunisie, il y a quand même une volonté institutionnelle de la part des pouvoirs qui ont initié, mais alors quel fut le combat et le rôle des femmes? Oui, c'est très important parce qu'il ne faut pas penser que ce sont toujours les chefs d'État qui sont à l'origine du changement. Le Code du statut personnel, j'ai bien insisté sur le rôle de Bourguiba, mais depuis le milieu des années 80, il y a vraiment un combat très fort pour l'égalité. Au sein de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, il y avait déjà, donc milieu des années 80, une commission femmes qui réclamait l'égalité, qui était présidée par Dia Shrif, une grande militante féministe, et qui très tôt donc était porteur de ce projet d'égalité dans tout, pas seulement au niveau de la succession. Alors, fin des années 80, ont été créées 2 associations féministes extrêmement actives. C'est l'AFTUR, l'Association tunisienne des femmes pour le développement, mais surtout l'ATFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, qui a lancé en 1999 une pétition qui a recueilli près de 1000 signatures pour l'égalité successorale. Alors évidemment, vous imaginez qu'en 1999, tout le monde disait « c'est pas le moment », etc. Et l'association, en chœur avec un certain nombre de militants, disait « c'est toujours le moment ». Et donc, voilà, c'est très important de voir qu'aussi l'ATFD, donc cette association féministe, a aussi très tôt, dès 1993, travaillé contre la violence à l'égard des femmes, en instituant une sorte de veille pour protéger les femmes, leur donner des conseils juridiques, etc. Donc, je pense que c'est aujourd'hui le résultat de ce travail réalisé par ces associations qui ne se sont pas contentées de lancer des pétitions, mais qui ont aussi publié, début des années 2000, 2 volumes extrêmement importants sur la question de la question successorale. Donc, ça c'est, voilà, j'ai pas trop de temps pour... Alors, bien sûr, juste un mot, aujourd'hui, elles vont être auditionnées par l'Assemblée en commission. Évidemment, l'ATFD demande qu'il y ait un projet de loi qui soit clair,
l'égalité et rien que l'égalité. Oui. Voilà. Merci. Alors, quel est le positionnement des islamistes et des théologiens à l'égard de cette question, la question de l'héritage? Vous imaginez bien que leur positionnement est très clair. Et dernièrement, on a posé la question, il y a quelques jours, au chef de gouvernement, qui est le secrétaire général du PJD, du Parti islamiste, sur la question de l'héritage. Ben, il a botté en touche. Il a dit que ça, c'est une affaire des ulama, des jurisconsultes. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort cette question du débat politique. C'est tout. Comme ça a toujours été le cas, parce que le statut de la femme, le fond du statut de la femme, ça a été de l'exclure du débat et de la décision, et non pas simplement l'héritage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ils pourront nous sortir des quelques dizaines de milliers de femmes contre l'égalité de l'héritage, parce que c'est le PJD et l'Adl wal-Ihsan, c'est-à-dire les partis et les organisations islamistes qui dominent de ce côté-là, et ce sont des hommes qui dominent dedans. Donc, ils vont pouvoir embrigader ces femmes. Mais maintenant, je reviens sur des petites choses, sur une chose très importante, tout à l'heure sur le printemps arabe. Bien avant le printemps arabe, Bourguiba, à titre personnel, s'est avancé. Donc, ce n'est pas un champ miné. Non, il faut le redire. Ce n'est pas un champ miné pour souligner combien c'est politique, tout simplement. Ça, une première des choses. Deuxième chose, le Coran, l'histoire a démenti le religieux et le Coran sur beaucoup. L'esclavage a disparu. Mais je vais vous dire une chose très, très importante. Puisque j'ai fait un livre, un des livres pionniers sur la question, jamais le fiqh et jamais la loi n'a interdit jusqu'à aujourd'hui ouvertement chez nous l'esclavage du point de vue musulman. On se réfère aux traités internationaux. Et en fait, pourquoi il a disparu? Il a disparu parce que la réalité économique et sociale l'a éliminé. Il n'y a plus de marché, ça ne sert plus à rien. Il vaut mieux prendre un salarié qu'on paye pour rien au lieu d'avoir un esclave. Deuxième chose, le droit pénal, le fait de couper la main. Évidemment que ça a été rendu caduc par l'histoire, parce que des sociétés démographiquement en mauvaise position, comment peuvent-elles se permettre de couper la main de leur main-d'œuvre? Donc, je le dis et je le redis, c'est une question politique. Il faut avoir un jour le courage de le dire, mais malheureusement, les pouvoirs en place sont desservis par une telle attitude. Merci à vous. Merci. On va clore, parce qu'il y a encore une question qui fait synthèse, mais on n'aura pas le temps parce qu'on doit vous laisser la parole. Et je voulais justement réagir par rapport à ce que vous dites depuis vos trois interventions. Vous semblez dissocier le politique du religieux. Or, dans ces pays, justement, le politique et le religieux sont extrêmement liés, puisque l'islam est religion d'État. Donc, voilà. Donc, vous pouvez dire non, quelque chose au contraire, je ne l'ai pas dissocié. Ils sont intimement liés. Mais c'est le politique qui essaie de dissocier le religieux pour mettre hors de débat certaines questions. C'est un discours idéologique. La réalité est autre chose. En fait, c'est des questions, c'est des sujets qui mériteraient des tables rondes beaucoup plus, un peu plus. Voilà. Écoutez, je vous remercie. D'abord, je remercie nos 4 intervenants, nos 3 intervenantes et notre intervenant pour être dans l'égalité des genres. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Et puis, la parole est à vous. Vous pouvez dialoguer avec nos intervenants. Merci pour ce débat vraiment passionnant et indispensable aujourd'hui. Pour poursuivre, monsieur, ce que vous disiez, je voulais savoir justement, Fawzia Charfi, quelle est la position du parti Ennahda justement dans le débat actuel? Et j'aurais voulu, je ne sais pas à qui, madame, ma deuxième question, c'est est-ce que également vous voyez des changements qui sont en train d'arriver dans des pays comme la Mauritanie ou l'Égypte justement, suite à ce qui se passe en Tunisie actuellement. Merci beaucoup. Oui, je réponds rapidement sur la position de Ennahda. Le parti islamiste Ennahda a réagi juste après le rapport de la COLIP sur la question de l'égalité. Alors, je le cite, comme ça c'est clair, parce que je pense que c'est important de voir l'ambiguïté des partis islamistes, parce qu'ils n'ont pas dit vraiment non, mais voilà.
une des phrases de leur position, donc du bureau exécutif de Narda, qui met en garde contre les dangers de soulever des questions qui font appel à la polarisation et la division et alimentent les conflits sur l'identité tranchée par la Constitution, laquelle Constitution, il le rappelle d'ailleurs, dans l'article 38 sur l'éducation, rappelle bien l'identité arabo-musulmane de la Tunisie. Donc l'affaire n'est pas complètement gagnée. Mais juste un mot sur l'État et l'islam. C'est un fait que dans l'article 1 de la Constitution, et Slim Larmeni, constitutionnaliste, le rappelait dernièrement, là, ces jours-ci, à Malte, l'article 1 dit qu'effectivement, on peut comprendre que l'islam est la religion de l'État. Bon. Mais on peut comprendre aussi que l'islam est la religion de la Tunisie, donc de l'ensemble. C'est sociologique, c'est pas religieux. Mais c'est très intéressant, il développe le fait que ça ne veut pas dire que l'État est théologique. L'État n'est pas islamique. Et c'est pour ça que la question du droit est importante. Parce que ce qui est important, c'est que le droit tunisien, le droit de la famille, s'est détaché du droit musulman islamique. Et le fait que la Constitution n'a pas pour source la charia. Donc on peut effectivement considérer, comme le disent les juristes Ali Mezrani et Kalsoum Ziou, que le droit s'est humanisé et n'a plus rien à voir avec la charia. Donc on peut arguer d'arguments non religieux. Mais juste un mot, si vous permettez. Parce que Tal Haddad, déjà, puisque vous avez parlé des penseurs, Tal Haddad, déjà en 1929, demandait l'égalité successorale entre les filles et les garçons. C'était un théologien formé à la Zitouna. Bon, ses pères lui ont bien rendu l'appareil parce qu'il a été exclu, on lui a enlevé son diplôme. Mais deuxième référence historique aussi extrêmement importante, c'est Ali Abdelrazak, qui, lui, dans un livre extrêmement important paru en 1926, aussi plaide pour la séparation du religieux et du politique sur la base des écrits de l'ensemble des penseurs musulmans et sur la base des historiens du texte coranique, etc. Donc, ce n'est pas pour avoir ça comme argument, mais c'est quand même des références historiques intéressantes. Merci Faouzia. Là, pardon, quelqu'un peut répondre pour la Mauritanie et l'Égypte? Il y a eu un texte d'appel d'ONG des pays arabes dans lesquels il y avait des associations mauritaniennes et égyptiennes qui essayaient, non pas, la demande n'était pas vraiment l'égalité dans l'héritage, mais au moins qu'on utilise des techniques, comme par exemple la technique de Rod dans le Ta'sim, c'est-à-dire qu'on on donne la part restante qui devait revenir aux héritiers mâles aux filles, qui est d'autres on utilise plus systématiquement la technique du testament obligatoire. Donc là, ce sont des petits pas dans lesquels se sont inscrites aussi bien des associations de femmes égyptiennes que mauritaniennes, que libyennes d'ailleurs aussi. Merci. Oui, Hasna, je suis membre d'Appel Égalité, ou FRIL justement. C'est une association féministe qui a été créée pendant, malheureusement, en 90, au moment où les islamistes, effectivement, faisaient des ravages en Algérie. Moi, je pense que l'éducation des femmes, ça a été dit à travers vos exposés, l'éducation des femmes est quelque chose de très important, à savoir, ce qui a été dit, c'est qu'il y a une inégalité entre les femmes instruites et les femmes, effectivement, des couches populaires. Est-ce que vous pensez que dans la Constitution aussi, le fait que la religion soit une religion d'État est un obstacle? Ça, c'est sûr qu'au niveau de l'Algérie, l'article 2 de la Constitution est un obstacle pour... mais de l'autre côté, il y a une avancée, ça a été dit par vous, il y a une avancée du mouvement féministe dans les pays arabes et les pays musulmans. Et ne pensez-vous pas que ce réseau maghrébin ne travaille pas en interconnexion, en réseau, dans la mesure où il y a des avancées dans certains pays,
pas chez nous en Algérie. Nous ouvrons le débat à travers un colloque qui se fera le 15 juin à Paris, où Ghaleb Bencher sera notre invité, pour dire que effectivement, il faut ouvrir le chantier en Algérie de l'égalité de l'héritage dans la Constitution. Mais il faut aussi aborder l'aspect juridique, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par des parlementaires à changer sur le plan politique, ça a été dit par Mohamed. L'aspect politique est très important. La volonté politique et juridique est très importante. Donc voilà, ce que je propose, c'est qu'une interconnexion au niveau du Maghreb de toutes les associations féministes qui avancent. Merci bien. En tout cas, l'exemple tunisien joue un rôle. Aujourd'hui au Maroc, on parle que de ça. D'autres questions? Oui, je voudrais poser une question, excusez-moi, personnelle, un peu à Madame Lalani. Il se trouve que je suis veuve d'un Algérien qui a acheté un terrain avec son père il y a une trentaine d'années. Je n'ai qu'une fille. Il y a une dizaine de personnes dans la famille. Or, depuis 3-4 ans, ma fille qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, se bat pour récupérer le terrain qu'elle a hérité de son père. Et là, ce ne sont pas les hommes de la famille, parce qu'il y a 7 femmes et 2 hommes. Il se trouve que ce sont les tantes, les aînés des tantes, qui mettent des bâtons dans les roues. C'est une guerre de 4 ans, et qui ont décidé que ma fille étant née avant le mariage, elle n'a droit quasiment à rien. Elles essaient de la destituer depuis quelques années. Et par ailleurs, bon, je voudrais poser quand même la question, parce que nous avons un bien à Marseille, ma fille et moi. C'est mon nom. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais l'idée même que quand même... Question, madame. Comment dire, que la réticence vienne des tantes, hein, alors que les 2 hommes ne disent rien, enfin bon, ils sont un petit peu en dehors du coup. Je voulais savoir s'il y a une façon de... Moi, je me suis mise de côté parce que je ne suis même pas musulmane, rien du tout. Je ne veux pas... Oui, bien sûr. Rien à voir avec l'héritage. Mais par contre, ma fille qui a une trentaine d'années, qui a énormément lutté, qui a énormément aidé la famille en envoyant de l'argent, etc., et sous le prêt, on va d'abord prendre. Pratiquement déshéritée. Merci. Je voudrais juste vous demander d'être très concis et concise lorsque vous posez votre question ou lorsque vous donnez votre avis, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et l'idée, c'est vraiment de donner l'occasion à plus de personnes de parler. Alors, on va peut-être prendre une deuxième question et ensuite, on laissera le temps aux intervenants de répondre. Oui, je voulais. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ouais. Alors, je voulais pas interpeller. Bon, moi, je suis binationaux, donc juste une interpellation. Si vous pouvez me recevoir après. Vous m'entendez? Vous m'entendez, Madame Bellamy, hein, parce que bon, moi, j'ai un peu les 2 nationalités et puis métissé. Mais c'est vrai que c'est une question d'interpellation. C'est comment on fait, parce que nous, on va hériter de notre père et la famille est en Algérie. Et c'est intéressant, vous voyez, c'est une interpellation, comment nous, par rapport à notre sœur, et ainsi de suite. Hein. Y compris que les questions philosophiques et anthropologiques sur le partage des femmes ou des hommes, c'est plus compliqué, je pense, que peut-être simplement un rapport du droit positif. Mais c'est pas le débat ici. Voilà, il me semble. Voilà, ben, enfin, je voudrais vous voir tout à l'heure, parce que c'est des cas concrets qui peuvent se poser pour tous les binationaux, pour des tas de raisons au niveau héritage. Hein. Merci. Donc, on va laisser Feriel répondre pour vos 2 questions. Et ensuite, s'il vous plaît... Oui. Alors, juste sur les initiatives maghrébines que Hasna a évoquées, il faut rappeler qu'il y a le collectif Maghreb Égalité qui, en 2010, donc c'est un collectif qui comprend des associations des 3 pays et même, il me semble, de la Mauritanie, mais des 3 pays, je suis archi sûre, bien entendu, qui a élaboré une sorte de plaidoyer pour l'égalité dans l'héritage en se basant sur tous les référentiels que les différents intervenantes et intervenants ont cités, c'est-à-dire bien
bien sûr l'argument légaliste, la Constitution, mais pas seulement. Il y a les conventions internationales qui sont censées être supérieures à la Constitution, mais aussi l'argument socio-économique, c'est-à-dire ce dont j'avais parlé, la paupérisation, la contribution des femmes aux richesses de la famille, et bien entendu l'argument religieux. Mais ce que je voudrais dire, c'est une chose, c'est que il faut tenir compte d'une réalité sociale aujourd'hui et qu'il serait peu stratégique d'opposer les référentiels les uns aux autres. Au contraire, il faudrait que tous convergent vers l'objectif de justice et d'égalité, et dans chacun des courants, on peut trouver les forces pour l'énoncer, les arguments, les intellectuels, les forces politiques. Donc c'est ça qu'il s'agit de rassembler et non pas les opposer dans des divisions stériles. Pour tout ce qui concerne les conséquences des lois des dispositions des successions sur les binationaux, les étrangers. J'ai déjà évoqué tout à l'heure à propos du Code de la famille que certaines personnes étaient exclues de l'héritage, par exemple l'enfant né hors mariage, parce qu'il n'est pas considéré comme un parent. L'enfant qui est le fils de son père n'est que celui qui est né dans le cadre du mariage. Cependant, une mère célibataire, en Algérie en tout cas, elle peut transmettre ses biens à son enfant si elle l'a toujours en garde et si elle l'a reconnu. Et pour les binationaux, eh bien, il y a des tas de règles compliquées, mais grosso modo, s'ils ont la nationalité du pays où sont les biens, par exemple, s'il est binational ou elle est binationale franco-algérienne, si elle est algérienne, elle peut, ou il est algérien, il hérite selon les lois du Code de la famille dans le pays. Et je veux juste rappeler une chose. Pour tous ces cas complexes, nous organisons justement, comme l'a dit Hasna, je fais aussi partie de l'association Appel Égalité, un colloque le 15 juin sur ces problèmes complexes de droit international privé qui concernent les gens qui sont entre les deux rives, où on examinera bien sûr les lois comme on vient de le faire, mais aussi leurs conséquences sur les binationaux et les étrangers, c'est-à-dire les étrangers du point de vue de la loi. Voilà. Merci. Alors, je vais donner la parole à monsieur qui Mais lève très le doigt rapidement, depuis tout à l'heure. très rapidement. Très rapidement. Hein. Alors, Fouzia Mami, membre de l'Association des travailleurs maghrébins de France, merci tout d'abord pour ces temps de réflexion et d'échange concernant l'héritage qui est, à mon sens, un problème assez récurrent et que nous rencontrons vraiment. Il est grand temps en tout cas que les choses changent dans nos pays d'origine, à savoir le Maroc et l'Algérie. En Tunisie, des progrès sont là, hein, les réflexions, les projets de loi, etc. sont déjà mis en place et tant mieux pour nous. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, on a parlé d'interconnexion. Et bien sûr, il faudrait une interconnexion dans les pays du Maghreb, mais aussi en France, en Europe, etc. Parce qu'il y a des femmes, nous, on est issus de l'immigration, on est féministes et on se bat pour nos droits et on subit de plein fouet ces codes de la famille qui sont très rétrogrades, en tout cas en Algérie et au Maroc. Alors, ce que je voulais dire également... Parce qu'on n'a plus le temps. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que alors dès les années 1800, avec Mohamed Abdou, avec Jamal Din Afghani, etc., il y a des réformistes. Il y a eu des réformistes et on continue. Donc, concernant la loi de la charia... Madame, oui. s'il vous plaît, si Oui. vous avez une question, vous la posez rapidement parce qu'il nous reste... Alors, 10 minutes. ma question, c'est que faire, d'ailleurs ça a été évoqué, pour les personnes qui n'ont pas opté pour la nationalité algérienne ou marocaine. Aujourd'hui, nous, on se bat pour nos droits, mais on n'est pas obligé, on va dire, d'avoir la nationalité Merci, madame. du pays d'origine. Merci, Voilà, merci. votre question est posée. On donne la parole au dernier intervenant parce que ça fait au moins 10 minutes qu'il lève le doigt et ensuite, voilà.
On est tenu par le temps. Comment ? Je sais pas. Merci, mesdames. Ma question se limite à l'input que met-on dans l'enseignement primaire au secondaire pour améliorer et donner un esprit critique, ce qui est ici représenté par vous et votre présence et votre combat. Merci monsieur. On va, c'est terminé. On va laisser, je ne sais pas qui veut répondre à la question de madame. Oui, merci. Oui, Fabienne, rapidement. Oui, oui, c'est très, comme j'ai dit, vraiment le droit international privé en matière de succession et surtout qu'il y a eu une directive en 2015, une directive européenne, est extrêmement complexe. Imaginez pour des personnes qui résident en France, puisque si c'est ça qui vous intéresse, il y a combinaison et conjonction des droits, de droits qui ne sont pas forcément compatibles, de droits maghrébins, qu'ils soient tunisiens, algériens ou marocains, de droits français et de droits européens. C'est pour ça que chaque cas demande une étude particulière en fonction de la situation familiale correspondante. Mais tout ça n'empêche pas une action et une réflexion sur la demande et le soutien aux associations qui, au Maghreb, parce que ça va dans le sens du règlement de ces problèmes-là, demandent l'égalité dans l'héritage. Et je pense, j'attire votre attention sur une chose extrêmement importante qu'a dit Fawzia Charfi. C'est que le projet de loi n'est pas aussi égalitaire qu'on nous le présente dans les médias et partout. Soyons attentifs à la règle d'exception, l'exception qui serait une exception à la règle qui serait l'égalité. Mais remettons ça dans le contexte et soutenons l'association tunisienne des femmes démocrates qui se bat pour qu'il n'y ait pas d'exception. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'exception va devenir la majorité des cas et l'égalité va, elle, en fait, être l'exception dans le contexte actuel. Donc, soyons plus précis. Je pense notamment aux médias qui rendent une fausse image de la réalité de ce projet de loi. Merci. Non, merci. Est-ce qu'on a encore un petit temps, 10 minutes ? D'accord. D'abord, Sirem, ensuite. En fait, réagir à deux interventions. La première concerne cette notion du Maghreb ensemble. En effet, il y a intérêt à ce qu'il y ait une synergie et ça peut être profitable. Mais il reste que c'est aussi un problème interne parce que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une question politique. En fait, je vois plus exactement que plus on est en haut dans la sphère de décision, plus c'est politique, et plus on est bas dans la sphère qui décide pas, et plus c'est religieux. Mais en réalité, c'est une question de volonté politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une question interne. Quand on demande aux Marocains, regardez ce qui se passe en Tunisie, ils répondent, on est Marocains. Et donc, c'est toujours comme ça. Hein. Dites à des Algériens, regardez ce qui se passe au Maroc, ils répondront, on est Algériens. Voilà. Donc, ou alors, regardez l'Égypte qui a dit, qui ont signé que le voile n'est pas une obligation divine. On répond, ça c'est l'Égypte. Donc, il y a aussi une question interne, c'est-à-dire une question de décision interne au pays, une question de dynamique. Pourquoi ? Parce que l'héritage, évidemment, on l'a vu, va au-delà de l'héritage, qu'il pose des questions de fond, et notamment parce que instaurer une culture de l'égalité, c'est dangereux. L'égalité menace tous les pouvoirs, et pas seulement les pouvoirs masculins. Est-on prêt véritablement à cette égalité-là ? Une égalité entre tous les citoyens, quel que soit leur sexe, leur religion, leur origine familiale, leur statut, etc. Donc, il y a vraiment des questions qui se posent et aussi un changement de mentalité, évidemment. Et moi, je veux finir par un point, c'est que non seulement, évidemment, agir sur l'éducation, vous avez parfaitement raison, il y a un désastre au niveau de l'enseignement et ça commence très, très, très bas. Donc, un changement de mentalité qui passe par là, mais aussi un changement de l'amélioration des
conditions de vie effectives des Marocains, et pas seulement, parce que l'histoire mondiale le montre. Plus un peuple est instruit, cultivé, non opprimé, jouissant d'une sécurité matérielle, et plus il construit de paix sociale, de justice et de droit. Donc c'est une évolution interne qui doit se faire au pays et qui reste tout de même assez interne. Merci, Fawzia. Je suis d'accord. Juste un mot sur l'éducation. Il faut aller très loin dans le sens où le verset que vous citiez, le verset 34.4, faut-il l'enseigner? Voilà, c'est ça. Est-ce Pour le... mais non, Il n'y a plus de dialogue possible. Donc voilà, vous. toute la question est là. Vous pouvez C'est continuer que si on considère que l'éducation religieuse doit comporter l'ensemble des versets coraniques, etc., y compris l'article 34.4, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge parce que, voilà, on consacre la supériorité de l'homme. Alors, toute la question est là. Est-ce qu'on va avoir le courage Merci, de merci dire, Fawzia. voilà, certains versets, J'ai juste un mot. Juste un mot. Moi, je suis formé à l'école coranique avant d'aller à l'école moderne. Ça montre que toute notre génération, d'après l'indépendance, est devenue marxiste. Malgré sa formation religieuse. C'est Fernand Braudel qui l'a dit quelque part, que la meilleure lutte contre le religieux, c'est la formation religieuse à la base. Mais c'est une formation qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc, on met toujours, ne pas tout mettre sur le dos de religieux. Merci. Merci bien, merci à vous et à une prochaine fois.